Le chiffre du jour, 3,57%, c'est le taux de la dette française à 10 ans après avoir touché en fin de semaine dernière un plus haut depuis 2011. On va décortiquer cette évolution avec Wilfried Galland. Bonjour. Bonjour Stéphane. Directeur général adjoint de Montpensier-Arbevel, les taux remontent pas uniquement en France, un peu partout dans le monde. Pour quelle raison ? Oui, alors c'est un peu un phénomène qu'on a vu se développer depuis quelques mois. On le voit par exemple au Japon, on le voit effectivement en Europe, on le voit moins aux États-Unis, c'est vrai, puisque depuis le début de l'année, on est plutôt un petit peu en baisse. Mais aux États-Unis, c'est constant depuis 2 ans à peu près. On est dans un tunnel assez étroit. Mais par contre, tout le reste du monde, on voit qu'effectivement, on a cette remontée des taux, et en particulier en Europe. Alors, on en fait beaucoup sur la dette française, mais on voit effectivement que tous les taux remontent. Et ça veut dire quand même qu'on a une compétition pour l'épargne mondiale. C'est un peu l'inverse de ce qu'on a connu il y a quelques années. Il y a quelques années, souvenez-vous, on disait il y a trop d'épargne et pas assez de projets. Là, on a l'impression qu'on a peut-être trop de projets et pas assez d'épargne. Ouais. Les taux remontent un peu partout. Ça, c'est une bonne nouvelle quelque part pour la France, puisque le spread, l'écart de taux avec l'Allemagne n'est pas spectaculaire. Mais dans l'absolu, des taux plus hauts, c'est compliqué pour le budget. Donc c'est un peu l'inverse de la formulation classique en disant quand on se regarde, on se désole, quand on se compare, on se console. Alors que là, effectivement, on se dit le véritable problème, c'est qu'effectivement, on a aujourd'hui des taux d'intérêt et c'est très important, des taux d'intérêt faciaux, donc on appelle ça des taux d'intérêt nominaux, la dette française, 3,5% à peu près, un petit peu plus aujourd'hui, qui sont supérieurs au taux de croissance, là aussi nominal de l'économie. C'est-à-dire si on prend le taux de croissance réel et si on ajoute l'inflation, en gros 1% de taux de croissance, 1% d'inflation, je le fais court. Ouais. Donc ça veut dire qu'on est à 3,6% sur le taux de la dette par rapport à 2% sur la croissance réelle d'une certaine manière en volume de l'économie. Si on a cet écart-là, ça veut dire que en fait nos recettes fiscales ne progressent plus suffisamment vite pour contrôler notre niveau de dette. Et ça, c'est quand même très important parce que depuis plusieurs années, on avait soit un taux de croissance qui permettait, sans faire beaucoup d'efforts, de stabiliser le niveau de dette, soit on n'était pas très loin. On était peut-être, à 1,5% d'écart. Là, on est à 1,6% d'écart. Ça commence à faire beaucoup. Ça veut dire qu'il faut faire des efforts pour stabiliser. Et on sait que les efforts, en France, c'est quand même compliqué sur le niveau de la dette. Ouais. Du coup, quelles vont être les conséquences dans les prochaines années ? Les conséquences, c'est que le niveau de pression financière, et donc ça veut dire que le niveau le coût de refinancement de l'économie mondiale, le coût de financement des projets est en train de monter. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire d'une part que pour les entreprises, ça veut dire que les entreprises doivent montrer qu'il y a plus de bénéfices associés aux projets qui sont objets de dette. Mais ça pousse à faire le tri aussi. C'est tout le sujet aujourd'hui des investissements dans l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on va effectivement avoir la rentabilité ? Et puis pour les États, ça veut dire que si on a fait peser trop sur l'économie privée via des recettes fiscales importantes parce qu'il faut bien lever l'impôt, ça veut dire qu'en fait, plus les taux d'intérêt montent, plus la pression sur la croissance va être importante, et donc que les pays les plus, dilettantes sur leurs finances publiques, nous en faisons partie, sont peut-être les pays qui seront les plus en première ligne. Mais ça complique l'équation également pour l'Allemagne qui va emprunter énormément pour financer ces investissements militaires. Alors clairement, d'un autre côté, l'Allemagne, aujourd'hui on est à peu près à 60-65% de dette sur PIB en Allemagne. Ils ont largement de quoi augmenter ce niveau-là. Ça fait peur un peu à personne. Néanmoins, pour l'Allemagne, effectivement, c'est un véritable sujet parce que ils ont une espèce de phobie historique de la dette. L'Allemagne s'est construite en fait sur la rigueur budgétaire. La rigueur budgétaire allemande, l'euro s'est construit également là-dessus. Donc dès qu'on remet un petit peu ça en cause et qu'on dit, en plus vous allez payer très fortement pour les dettes, faut pas oublier que le mot dette en allemand, c'est le même mot que le mot culpabilité. C'est la même chose. Voilà. C'est véritablement quelque chose qui est très important. Donc pour l'Allemagne, ça va peser. Et puis ça va peser sur l'Europe parce qu'il y a la concurrence de la dette allemande. On avait un peu perdu l'habitude. Est-ce qu'un accident de crédit peut arriver ? Alors ça peut toujours arriver. Pour cela, il faudrait qu'il y ait des acteurs qui vendent de la dette. Le marché obligataire, il faut bien voir qu'il est très différent du marché action. Il est piloté par quelques très gros acteurs qui ne vendent pas, sauf vente forcée. Et quand vous avez une vente forcée, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous avez, par exemple,
Dégradation. Voilà, une dégradation très forte de la dette, qui passe du niveau investissement au niveau spéculatif. Et là, vous n'avez pas le choix. Dans la constitution de votre fonds, dans les règles de votre fonds, vous devez vendre. Donc là, effectivement, c'est un choc. Ça peut également être le cas d'une décision, par exemple, c'est ce qui s'est passé en 2011 pour la dette italienne. Vous aviez Allianz qui a décidé, par exemple, que Allianz, Allemagne, n'achetait plus d'un seul coup de dette italienne parce que chaque dette était renationalisée. Ça a fait un choc. Sans choc, il y a peu de chances d'un accident de crédit, mais il y a le nœud coulant qui se resserre. Je ne sais pas si c'est beaucoup mieux d'avoir un nœud coulant qui se resserre ou un choc d'un seul coup. Mais le choc, est-ce que ça peut être, par exemple, les discussions budgétaires si la France n'arrivait pas à se mettre d'accord ? Clairement, ce qu'on peut avoir, c'est d'un seul coup un peu moins d'appétit pour la dette française, une émission qui se passe un peu moins bien. Et là, la question, c'est est-ce que la BCE pourrait revenir dans le jeu ? Elle reviendrait dans le jeu, mais à ses propres conditions. On n'aime pas trop ça en France, quand un acteur extérieur dit technocratique nous dicte des conditions financières. C'est pas trop notre truc, donc on va voir comment est-ce que ça pourrait réagir dans ce cas-là. On a un peu tendance à l'oublier, mais la BCE, si elle intervenait, le ferait à ses propres conditions. Exactement, c'est à ses conditions. Ce serait pas en fait une monétisation classique de la dette où d'un seul coup on appuie sur un bouton en disant finalement la dette on la transforme en monnaie. Parce que la monnaie, je rappelle que c'est juste de la dette à très court terme, donc c'est un peu la même chose. Voilà, c'est un peu sauf que dans ce cas-là, vous dévaluez la valeur de la monnaie. La BCE, c'est pas comme ça qu'elle s'est construite, donc elle va investir certes, mais sur ses propres conditions. On en est encore loin. Mais attention, ça ne veut pas dire que c'est une porte de sortie facile. On est à une semaine de la fin de l'année. Est-ce qu'à votre avis, la dette, ça va rester un thème dominant en 2026 ? Oui, tout à fait, parce que c'est véritablement ce sujet de coût de financement de l'économie mondiale et de coût de financement de la masse de dette qu'on a accumulée depuis 2011. Ouais. C'est un sujet qui est de plus en plus important. C'est ça qui va piloter les marchés. C'est aussi ça qui va piloter largement l'économie. Et peut-être un petit peu les débats politiques. Il va falloir qu'on s'y habitue. Wilfried, est-ce que vous avez le sentiment que les banques centrales ont perdu la main ? En fait, ce qui est effectivement très paradoxal, c'est que les banques centrales, pour certaines, en tout cas, par exemple pour la Banque centrale américaine, baissent les taux. Et on a l'impression que sur les taux à long terme, en fait, ça ne joue pas. Ouais. Et ça, effectivement, c'est une question très forte pour les banques centrales. Ça veut dire que la transmission de la politique monétaire à l'économie va se faire de façon beaucoup moins simple, voire va nécessiter des outils qu'on a connus dans le passé d'investissement directement sur le marché obligataire. Les banques centrales ne veulent pas trop le faire, mais c'est vrai qu'elles étaient considérées comme toutes puissantes. Maintenant, peut-être un petit peu moins. Merci beaucoup. Wilfried Galland, directeur général adjoint de Montpensier Arbevel. À suivre dans un instant le journal et la matinale jusqu'à 9h.